Bonjour Oui. Emmanuel. Bientôt la fin des vacances, là. Oui, c'est Hein, la fin des vacances et il a fait beau quand même tout l'été. il va Là. falloir que vous vous remettiez en pantalon. Oui, Bientôt. mais parce que je suis en Bermuda, mais ça se voit pas là. Non, c'est pour ça que je le précise. Bien, donc pendant cet été, qui a été un été où il a fait beau, en tout cas dans le Midi, euh, on a eu pas mal de témoignages, on a Oui, eu beaucoup c'est de assez gens qui étonnant, nous c'est ont que écrit. excusez-moi de vous couper, mais c'est que le site, malgré les vacances où on pensait qu'on allait avoir un creux, le site a très bien fonctionné. Enfin, on peut pas très bien fonctionner, on peut pas dire Ouais, que ça a très bien fonctionné parce que je- les gens viennent chez nous parce qu'ils peuvent plus aller ailleurs. Bon, donc effectivement ça fonctionne bien, mais Il n'y a, c'est il y a malheureux. pas de vacances pour la misère. Oui. En fait, c'est ça quand même. Hein. Donc, parce qu'on voit que ce pourquoi nous avons fait ce site, puisque c'est la situation dans laquelle nous avons été personnellement c'est-à-dire que, en fait, toujours la même chose, on a un redressement, on croit qu'il va y avoir une justice, on pense qu'on va pouvoir se défendre, on paie des avocats spécialisés, on va au tribunal spécialisé, il ne se passe rien, sauf qu'il y a une augmentation de frais en plus de la notification qu'on a eue, dont on sait qu'à 80 fois sur 100, elle est, 90 fois. 90 fois sur 100, elle est inexistante, et on sait qu'on va perdre. Bon, donc nous, on a fait ce parcours, et puis, de plus en plus de gens nous rejoignent et viennent nous voir parce qu'ils ont fait le même. Mais ils ne viennent que quand ils ont fait le même, parce que pendant toute la période qui précède, ils pensent que Ils vont pouvoir négocier. ils vont pouvoir y arriver, Ouais. ou négocier, ou Oui, gagner. Ça. Ben. Alors, Qui vont faire pitié voilà, aux voilà. gens Alors, des impôts. alors, et en fait, que... ça nous amène au débat qu'on veut avoir aujourd'hui, à savoir, premier constat, aucune compassion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce blog a 7 ans, on peut dire qu'en dehors de ceux qui ont le même problème que nous, qui arrivent au même résultat et qui viennent grossir le rang de ceux qui regardent Des fraudeurs. de notre blog, hein, Fraudeurs. on peut dire que nous n'avons aucune, nous sommes complètement à l'écart. Nous sommes à jeun d'avoir eu autre chose que des gens poursuivis qui viennent sur notre blog. Nous sommes à l'écart de tous les sentiers de la vie, hein, parce que il n'y a pas de Nous sommes la voie de compassion. garage. Voilà, il n'y a pas de compassion pour le contrôle fiscal. Voilà, le contrôle fiscal. Alors, il n'y a pas de compassion ni des inspecteurs des impôts, évidemment, hein, ni des impôts, ni de la population. Voilà. Je pense. Alors, de l'inspecteur des impôts, ben, en dehors de notre ami Francis, mais les autres, effectivement, bon, ils font leur ouvrage, dont ils savent pertinemment Oui, c'est ça. qu'il est dégueulasse, disons le mot. Ouais, Hein. ouais. Ils le savent. Ils savent qu'ils moi, vont vous prendre de l'argent, mais c'est tout. attendez, moi, enfin, tout le monde, mais moi, je peux donner mon exemple, puisque je l'ai donné en pâture à tout le monde. Je veux dire, moi, les gens, mes inspecteurs d'impôts continuent contre vent et marée, alors que la preuve est rapportée qu'ils ont tort, ils continuent à écrire la même chose, toujours, quoi Et qu'il ça arrive. passe toujours. Mais ça passe toujours, Ouais. ouais. C'est absolument stupéfiant. Donc, alors, ça nous amène à une réflexion sur la société, parce que quand même, cette espèce de destruction économique, elle est quand même complètement troublante. Alors, on n'a pas l'impression que la majorité, on n'a pas quand même l'impression que la majorité des gens est favorable à ça. On a l'impression qu'il y a une minorité agissante, cette minorité est puissante, et elle n'a pas en face de réaction d'opposition. Donc, elle développe sa stratégie qu'on peut résumer, on peut même la dénommer, on peut même mettre des noms dessus, c'est-à-dire qu'on peut prendre des personnages emblématiques de ce type d'attitude minoritaire. Mélenchon, Alors, notre ami Philoche. Alors, commençons Philoche. par l'histoire. Ouais. On va prendre Mao Tse-tung, qui est quand même l'exemple d'un enfant, d'un bourgeois, qui a volontairement détruit la société chinoise par des stratégies où il a été toujours inconnu de la population. Bon, donc il a détruit, il a déstructuré la Chine pour installer lui. En dehors de ça, Oui, il n'a c'est ça, pas c'est installé lui. grand-chose, hein. Il a installé lui. Alors, nous avons effectivement aujourd'hui en France l'équivalent, en la personne de Philoche, en la personne de Mélenchon, dont, et avec sous-jacent cette idée de
du fait que la société ne serait pas, ne serait pas le plus confortable qui soit. L'idée que la société ne serait pas loin d'être parfaite, ce qui est sans doute le cas, les sociétés sont rarement parfaites, mais suffisamment imparfaite pour justifier moralement le fait qu'ils la détruisent. Alors, ça mérite une explication quand même. Ça mérite une explication. On a eu, vous ne l'avez pas vu sur le blog parce que cette personne nous écrit toujours par mail. Et moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect, bien que je sois complètement en désaccord avec tout ce qu'il pense. Mais c'est un monsieur qui gère le comité Bastille. Alors, ce comité Bastille, c'est pas compliqué. Voilà où est la confusion. Il nous dit. Ah, c'est ça qu'il nous dit. Oui, mais c'est en réponse à votre article. Habillé, oui, mais pas habillé. ça. Sa philosophie est de dire. Sur la France en faillite. La France se porte très bien. La France n'est pas en faillite, puisque la dette de la France, qui est de 2000 milliards, représente un cinquième ou un dixième de la richesse de la France, qui est de plusieurs dizaines de milliards. C'est-à-dire qu'il confond la dette de l'État et la richesse des Français. Moi, je trouve ça un peu inconvenant. C'est-à-dire que l'État, donc, dit, à travers le comité Bastille, l'État dit, nous dépensons énormément d'argent, mais comme c'est pour votre bien, eh ben, il est clair que c'est vous qui paierez la facture. Au final, c'est vous qui paierez. Avec vos biens personnels. Bien sûr. Voilà. Donc, si vous voulez, à partir de ce processus de pensée, il n'y a pas de limite à l'impôt. Puisque l'impôt, finalement, ne fait que prendre les biens que vous avez en trop. Que vous n'êtes pas censé en avoir, puisque ça appartient à la France. C'est-à-dire que votre voiture, votre maison, vos bibelots, vos objets, c'est pas à vous, c'est à la France. Bon. Donc, c'est un peu embêtant, ce type de pensée. Donc ça veut dire que le capital, même petit... La propriété privée, voilà, même la plus petite... Privée, voilà. La propriété privée ne devrait pas exister, en clair. Ne vous appartient plus. Ouais, vous êtes simplement, comment dirais-je, vous gérez pour la France votre propriété privée, votre maison qui finira dans l'escarcelle commune, hein, puisque c'est pour le bien commun. Pour l'instant, on a la gentillesse de vous la laisser gérer. Ouais. Alors pour les maisons, c'est particulièrement clair. On a eu Giscard d'Estaing qui a lancé une grande campagne pour que chaque Français ait sa maison. À cette époque-là, c'est mon métier, effectivement, il s'est lancé dans toute la France des lotissements, c'était un petit peu la mode, si vous voulez, et ces lotissements, bon, il y en a partout, et il y a beaucoup de gens qui ont une petite maison. Et puis, à un moment donné, ça s'est arrêté, sans doute parce que, enfin, pas sans doute, ça s'est arrêté parce que le capital nécessaire dans les foyers était épuisé, et puis il n'y avait plus de raison de construire ces maisons. Donc est arrivé là-dessus, fort à propos, M. Mitterrand et la gauche, qui a pris un autre chemin en disant il faut développer de manière extrêmement intense l'habitat collectif d'État. Donc on a commencé à d'abord recentrer l'habitat dans les villes soi-disant au motif qu'il fallait garder la terre agricole. Et puis on a fini aujourd'hui par imposer 30%, 40%, puis demain 50%. Enfin, aujourd'hui, si vous voulez, on voit bien qu'entre les règles d'urbanisme, les difficultés économiques, les gens ne peuvent plus acheter de maison. Voilà, en gros. Bon. Donc, quand il y aura eu 2 générations, ce qui n'est pas long, 20, 30 ans, de jeunes qui n'ont pas acheté de maison, eh bien, ils seront tous demandeurs à ce qu'on leur donne une maison, que l'État leur donne une maison. Et ce jour-là, la situation sera tout à fait claire et tout à fait disponible pour que les maisons, la propriété privée disparaissent. Alors, là-dessus vient une philosophie écologique qui dit « mais on n'a pas besoin de propriété privée, la terre nourricière est là pour nous nourrir. Il suffit que nous revenions à la cueillette tranquillement, chacun, vous avez une fraise par an, c'est bien, il faut vous contenter d'une fraise. Pourquoi vous mangeriez une fraise tous les jours? Les pommes de terre c'est pareil, enfin, et à partir de là, si vous voulez, effectivement, on a cette minorité qui est du même tonneau, c'est exactement les mêmes qu'a pu être Mao Tse-tung, Staline, etc. Ce sont des minorités qui en réalité, ce sont des voyous. Ce sont des voyous qui veulent le pouvoir. Quand vous grattez un peu les troupes de Mélenchon, les troupes des écolos, les troupes de Filoche, c'est quoi? C'est des voyous. Hein, ce sont des voyous. Bon, ce sont des gens qui veulent casser, qui veulent prendre, qui veulent piller. Et vous êtes là en disant, mais regardez, on me demande un impôt que je ne dois pas.
qui voulez-vous intéresser? Les... Ça ne peut pas marcher. Non, parce que de toute façon, pour Philoche et compagnie, c'est pas suffisant de toute façon, ce qui nous pique. Donc, puisque j'entends toujours leur discours en disant « Ah oui, mais vous comprenez, la fraude fiscale et les avantages fiscaux, c'est les niches. C'est 80 milliards d'euros par an. Alors, si on récoltait ces 80 milliards par an, en 4 ans, ça fait 320 milliards, mais la France n'aurait plus aucun souci. Tout ça, c'est la faute aux gens qui fraudent. Oui. Voilà, et ça, c'est mis dans la tête des gens. Oui, donc si vous voulez, nous sommes les combattants d'une guerre que nous allons perdre. Nous allons la perdre. Alors, la seule chose que l'on peut faire, c'est... ne soyez pas défaitistes comme ça. Non, mais c'est guerre. savoir qu'on n'est pas seul, savoir que... Ah, bien sûr qu'on va la perdre, c'est évident qu'on va la perdre. Ça peut pas, on ne peut pas la gagner. On la regagnera après, parce que quand on l'aura perdue, ça va être un tel carnage, ça va être un tel désastre, que après ils viendront s'excuser, comme les communistes. Qui s'excusent, on s'y est mal pris, excusez-nous. Alors un jour, les écolos viendront dire, nous, excusez-nous, ah ouais, effectivement, il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus rien, tout a été rasé, tout est détruit, excusez-nous. Non, attendez, on ne nous avait pas expliqué, on ne savait pas. On sait très bien plutôt la même chose. Ils refont exactement ce qu'ont fait les prédécesseurs. Donc c'est cyclique. C'était déjà comme ça chez les Romains. Ça a été depuis toujours, si vous voulez. Ce que moi j'appelle les voyous et que les historiens appellent les barbares, ça revient au même, depuis tout temps, à un moment donné, les voyous savent s'associer alors que nous, on ne sait pas s'associer pour se défendre. Voilà, nous, notre problème, c'est que, si vous voulez, où que l'on se retourne, on n'a jamais trouvé un magistrat honnête avec nous, on n'a jamais trouvé un inspecteur des impôts honnête avec nous, on n'a jamais trouvé un avocat fiscaliste honnête avec nous, et on n'a jamais trouvé un bon français moyen compatissant avec nous. Voilà, moi, ces quatre-là, j'en ai jamais vu. Jamais. Ça fait 15 ans que je me bats, ça fait 15 ans que j'ai jamais rencontré une de ces 4 personnes. Jamais. Voilà. C'est comme ça. Bien. Je pense que là, il faut arrêter. Oui, on va s'arrêter. Alors vous avez... Oui, alors je vais vous parler un petit peu de ça. Je vais vous parler de ça. Ça c'est... Donc j'en ai déjà parlé, j'arrête pas d'en parler, mais Staline, la cour du Tsar rouge, il faut absolument lire ça. C'est impératif de lire ça. Impératif. C'est Emmanuel Bolling qui me l'a fait lire. D'ailleurs, le livre lui appartient. Je vais le lui rendre à l'instant. Oui. Devant tout le monde, pour bien prouver que vous m'avez rendu mon livre. Absolument, oui, absolument. C'est un livre qu'il faut absolument lire parce que on comprend tellement de choses. Et donc, je suis en train de finir l'autre qu'il m'a aussi très gentiment procuré, qui s'appelle donc Mao Tse-tung, qui est absolument extraordinaire, et je pense que ça explique toute notre société, notre civilisation, enfin c'est extraordinaire. Il faut vraiment lire ça. Donc, Staline, la cour du roi rouge, alors c'est les éditions, c'est pas un livre tout jeune, c'est l'édition de Syrte, et l'auteur s'appelle Simon Sebag Montefiore. Je vais même vous dire de quelle date, quand ça date. Il faut regarder la fin. C'est ici. Donc ça date de 2003, c'est pas si vieux que ça. 2003. Donc voilà. Très important. Je le récupère. Bien, eh bien écoutez. Attendez. On n'a pas fini. Moi j'ai un livre qui s'appelle Les Empereurs romains, parce que je suis toujours dans l'Empire romain malgré tout, écrit par François Zozo et Christian Zing, aux éditions Errance. Alors ça c'est un livre très intéressant, parce que vous avez tous les empereurs romains, et une petite histoire pour chacun. Et ça c'est très important, parce que malgré tout on les a jamais en entier. Et je voulais vous citer une chose. Donc on parle d'un empereur, n'est-ce pas? Je vous cite. Lequel? Oh, mais ça donnera pas grand monde. C'est Maximin Ier. Vous n'allez pas en 175 après Jésus-Christ, grosso modo. Bon. Alors donc, mais c'est avant tout dans le domaine fiscal. À 175 après Jésus-Christ, on est loin de la fin de l'Empire romain. On est en plein milieu là. On a encore 200 ans. Oui, 2 siècles à venir encore. Oui.
Mais donc les empereurs se succédaient assez rapidement à cette époque-là, et c'était les soldats qui, en fin de compte, faisaient les empereurs. Mais c'est avant tout dans le domaine fiscal qu'il fait l'unanimité contre lui. On croirait que c'est tout à fait actuel. Sa politique financière se résume à trouver les fonds nécessaires au financement de ses campagnes. Nous, c'est au financement de on ne sait pas trop quoi, mais il faut trouver les fonds nécessaires, et au règlement de la solde de ses soldats. Et nous, c'est pour l'administratif, les fonctionnaires. Ces recettes tiennent en 3 ou 4 mots. Impôts, extorsion, confiscation, amende. Saignés à blanc, les propriétaires, les cités, les temples sont rapidement mûrs pour passer à leur rébellion. Et bien c'est ce qui se passe, c'est très actuel en fin de compte. Hein. C'est dans la discrétion effectivement la plus totale, chez nous, on saigne à blanc tout le monde. Enfin, voilà. Non, on saigne à blanc moins de 50% de la population. Oui, bien sûr. Puisque, pas tout le monde. Et ça, donc la rébellion, pour faire une rébellion, il faut avoir soit beaucoup de courage, soit la majorité. Alors le courage, on a vu qu'il n'y en a pas, et la majorité, on l'a pas. Donc si vous voulez, nous, on n'est pas prêts à la rébellion. C'est ça la différence. Hein. C'est que eux, ils étaient prêts à la rébellion parce que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais enfin parce qu'ils étaient pressurés de tous les côtés. Je veux dire. Mais nous, on n'est pas prêts à la rébellion. Ça, moi, je veux dire un truc, ça, c'est sûr. On n'est pas prêts à la rébellion. Donc il y a quand même un différentiel. Nous, on est au contraire complètement sous la coupe du système. Bien, allez. Eh bien, écoutez, on va vous dire au revoir. Et puis, on vous remercie encore d'être toujours avec nous. Et puis, donc, à bientôt.